Bonsoir mes élèves. On va entamer, Inch'Allah, dans cette séance, la dernière unité pour les deuxièmes baccalauréats, soit pour l'option PC ou bien SVT, intitulée « Les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagne et leur relation avec la tectonique des plaques ». Bonsoir à tous. Donc on va entamer maintenant cette unité, les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Avant tout, il faut faire un rappel sur quelques notions de base concernant la tectonique des plaques. La première des choses, le globe terrestre, il est subdivisé en 4 structures principales. La première, qui est superficielle, c'est ce qu'on appelle la croûte continentale et la croûte terrestre. Donc la croûte, ou bien ce qu'on appelle l'écorce. La croûte continentale, elle constitue les continents. La croûte océanique, ça représente le fond des océans. Comme vous observez, il y a une différence entre les deux. La première, elle est de nature granitique, de densité faible, mais elle est très épaisse. Par contre, la croûte océanique, elle est de nature basaltique, avec une grande densité, sa densité est très élevée, mais elle est moins épaisse. Cette croûte, elle repose sur la deuxième structure qu'on appelle le manteau. Ce manteau, il est subdivisé en manteau supérieur et manteau inférieur. Entre la croûte et le manteau, on trouve une discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Moreau. Le manteau supérieur, son sommet, qui est ici vert clair, il constitue avec la croûte ce qu'on appelle la lithosphère. Si la croûte est continentale, on parle d'une lithosphère continentale. Si la croûte est océanique, on parle d'une lithosphère océanique. La partie inférieure du manteau supérieur, on l'appelle, elle est ductile, elle est plastique, par contre le sommet il est un peu solide, rigide. Cette partie-là, on l'appelle la sténosphère. Par la suite, on trouve le noyau externe et le noyau interne. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement cette partie-là. Ça veut dire la lithosphère et la sténosphère. Donc, je rappelle maintenant la structure interne de la Terre. L'intérieur de la Terre est constitué d'une succession de couches de propriétés physiques et chimiques différentes. La croûte terrestre, appelée aussi écorce terrestre, correspond à la couche superficielle rigide du globe. Elle se situe au-dessus du Moro. C'est ce qu'on appelle la discontinuité de Moro-Vichy. On reconnaît 2 types de croûtes terrestres. La croûte continentale forme, comme son nom l'indique, les continents. Elle est essentiellement de nature granitique de faible densité, variant entre 2,7 à 3. Elle est plus épaisse. Son épaisseur varie entre 15 km et 70 km. La croûte océanique constitue le fond des océans. Elle est plus fine, entre 5 à 7 km, et qui est formée de roches basaltiques de densité plus élevée, 3,2. Le manteau, qui constitue le gros du volume terrestre, presque 80%, qui se divise en manteau inférieur, solide, et manteau supérieur, dont la partie tout à fait supérieure est rigide.
Le noyau qui se divise en noyau interne, c'est ce qu'on appelle aussi la graine solide, et le noyau externe qui est liquide. Maintenant, la définition de la lithosphère. C'est très important d'apprendre ceci. La lithosphère est l'enveloppe terrestre rigide de la surface de la Terre. Elle comprend la croûte et une partie du manteau supérieur, le sommet. Elle est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques, également plaques lithosphériques, qui reposent sur l'asténosphère qui est moins rigide, ductile ou plastique. Ces plaques ont la particularité de se déplacer de quelques centimètres par an en moyenne, à la suite des mouvements convectifs, on va voir qu'est-ce que ça veut dire convectif, qui existent dans le manteau. Le document suivant nous montre les principales plaques du globe terrestre qu'on vous observez ici, et ce que vous observez ici en rouge, ce sont les limites entre les plaques, les frontières. Donc, par exemple, ici, on a la plaque africaine, la plaque sud-américaine, la plaque nord-américaine, la plaque eurasiatique, la plaque indo-australienne. Au niveau de ces limites, regardez bien, on a des flèches qui sont ici en vert et aussi en bleu. Donc, les flèches en vert, ça indique que dans cette zone, c'est une zone de divergence. Il va y avoir une distension. Par contre, au niveau des flèches bleues, c'est une zone de convergence. D'accord? Regardez bien aussi, au niveau des continents, on peut voir aussi des zones de divergence. Durant ces déplacements, deux plaques peuvent, donc les principaux limites entre les plaques, on peut trouver. Donc, durant ces déplacements, deux plaques peuvent s'écarter l'une de l'autre, elles sont alors dites divergentes. C'est ce niveau-là. Regardez bien, il y a une séparation, il y a une distension entre les plaques. Ce phénomène survient principalement au fond des océans, au niveau des dorsales océaniques. C'est ici qu'on appelle la dorsale océanique. On va voir par la suite sa définition. Mais aussi en quelques endroits sur les continents, on parle alors des rifts. J'ai déjà montré ça, qu'on peut voir des zones de distension, de divergence dans le continent. L'espace libéré suite à l'écartement des plaques est comblé par du magma. Regardez bien, à ce niveau, il va y avoir libération d'un magma qui va se refroidir et on va voir quel est le mécanisme qui intervient dans ce cas. Aussi, les deux plaques peuvent être convergentes, ce qui donne lieu à des collisions, formation des chaînes de montagnes. Et ceci, lorsque deux continents vont s'affronter les unes sur les autres, bien l'une sur l'autre, pour former des chaînes de montagnes. Et on va voir ça parce qu'on a des chaînes de collision. Ou à des subductions. Regardez bien, à ce niveau-là, ça c'est une zone de subduction où une plaque va s'enfoncer, qui est la plaque océanique, sous la plaque ou bien sous un continent. On appelle ça une zone de subduction. On a un autre type de subduction, mais on va voir ses caractéristiques prochainement, Inch'Allah. Enfin, deux plaques peuvent tout simplement coulisser les unes sur les autres au niveau des failles transformantes. C'est à ce niveau-là. Regardez bien, ça c'est ce qu'on appelle faille transformante. C'est une zone de coulissage. Il y a un coulissage. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, ces failles transformantes. Donc, tout ça, ce sont des notions qu'on va voir par la suite.
Maintenant, on va rappeler ce qu'on appelle la théorie de la dérive des continents qui a été stipulée en 1910 par Alfred Wegener. Ce scientifique, au début du siècle dernier, observe la complémentarité des formes entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Regardez bien ici. La complémentarité entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, aussi la complémentarité entre l'Inde et l'Afrique, entre l'Antarctique et l'Australie. Donc cette complémentarité a poussé Wegener à stipuler sa théorie. En plus, il s'est basé sur un certain nombre d'arguments parce qu'il a trouvé sur les deux continents, surtout l'Afrique et l'Amérique, des fossiles qui sont similaires, qui sont identiques, datant des mêmes époques. Donc, comme ce type-là, ce fossile-là, donc ces deux fossiles, ainsi qu'un certain nombre de plantes, comme Glossopteris. Donc, il a trouvé des fossiles dans l'Afrique et en Amérique du Sud qui sont identiques. C'est pour cela qu'il a suggéré sa théorie qu'on appelle la théorie de la dérive des continents. Qu'est-ce que ça veut dire cette théorie, ou bien qu'est-ce qu'elle stipule? Que les continents étaient réunis en un supercontinent qu'on appelle la Pangée. Regardez bien ce schéma-là. Il nous montre la position, ou bien l'emplacement de tous les continents. Ils se sont soudés sous un continent géant qu'on appelle la Pangée. Il y a un océan qui est géant, c'est le Panthalassa, et on a quelques petits océans tels que le Tétis et le golfe boréal. Mais par la suite, que va-t-il se passer? Il explique qu'il y a eu ensuite une dislocation, une fragmentation entre les plaques qui vont être par la suite dérivées. Ils vont se séparer les unes des autres. Et par la suite, ceci a donné naissance à quoi? Au bassin océanique moderne. Parmi les bassins océaniques modernes, on a l'Atlantique et l'Arctique. L'océan Indien aussi, c'est un océan qui est moderne. Maintenant, on va voir dans cette photo les étapes de formation d'un océan et la dérive des continents. Donc, en premier lieu, que va-t-il se passer? Il va y avoir la montée d'un magma qui est chaud, ce qui va entraîner un bombement. Ça, c'est le premier stade. Donc, ces deux représentent le premier stade. Donc, l'accumulation de la chaleur sous une plaque continentale, ici, cause une dilatation, un bombement. Regardez bien, un bombement, parce qu'il y a une pression de la lithosphère. Il s'ensuit des mouvements de divergence. Et ces mouvements de divergence sont dus à des courants qu'on appelle des courants de convection. Ces courants de convection, ils prennent naissance au niveau du manteau. Ils s'ensuit des mouvements de divergence qui conduit à la fracturation. Donc, regardez bien, la lithosphère va se fracturer. Il va y avoir un étirement, un amincissement de la lithosphère. Ce phénomène se traduit par l'apparition de failles normales et de blocs basculés. Regardez bien, donc les blocs, il y a l'apparition premièrement des failles, et il va y avoir un basculement, un effondrement. Ce qui va entraîner par la suite l'apparition de fossés qui peut être rempli par la suite par de l'eau. Ça veut dire la formation d'une mer peu profonde. C'est ce qu'on observe maintenant dans la région de l'est de l'Afrique. Par la suite, que va-t-il se passer? Il va y avoir la montée de magma, l'apparition d'un volcanisme très actif ici, et par la suite, que va-t-il se passer? L'effondrement total de ces
bloc central, des blocs centraux, pardon, va entraîner quoi? La libération d'un magma qui va se refroidir, et ceci, qu'est-ce qu'il va donner par la suite? Ce qu'on appelle une croûte océanique. Donc, c'est la première apparition du plancher océanique ou bien de la croûte océanique. Et au fur et à mesure qu'il y a la distension, regardez bien maintenant, on a obtenu quoi? On a obtenu deux continents qui vont se séparer, qui vont dériver, ils vont diverger dans deux sens opposés, d'accord? Et au fur et à mesure qu'il y a la formation d'un magma, la montée ou bien de ce magma, il va y avoir quoi? La distension et l'élargissement aussi de cet océan. On va continuer les stades maintenant. Le phénomène d'océanisation, l'amincissement de la lithosphère continentale se poursuit jusqu'à déchirure complète de cette lithosphère continentale. C'est ce qu'on appelle le rifting. Il est actuellement en cours en Afrique de l'Est. Au niveau du rift, le magma viendra s'infiltrer dans les fissures, ce qui causera par un endroit du volcanisme continental le long des fissures. Donc j'ai déjà expliqué ça. Je vais revenir au schéma. Donc ici, c'est à travers ces fissures qu'il va y avoir la montée du magma, d'accord? Sont des matériaux fondus, donc l'apparition de volcanisme dans cette région. On va continuer. Là, maintenant, on va passer à la troisième étape, la formation de la croûte océanique. Le rift s'enfonce sous le niveau de la mer et les eaux marines envahissent la vallée. Deux morceaux de lithosphère continentale se séparent et s'éloignent progressivement l'une de l'autre. Le volcanisme sous-marin forme un petit plancher océanique basaltique de part et d'autre d'une dorsale embryonnaire. C'est le stade de mer linéaire. Au rythme de la formation de l'océan, les bords du rift s'éloignent de celui-ci au fur et à mesure de la formation de la nouvelle croûte océanique de part et d'autre de la nouvelle dorsale et formeront les marges passives du nouvel océan. Donc il va y avoir séparation de deux continents. C'est le même scénario entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Le dernier stade, c'est le stade océan. Le stade océan, on a déjà vu ça. Donc, l'élargissement, on va revenir un peu. Oui, donc ça, c'est le stade de l'apparition du premier plancher. Et ici, c'est le stade océan. Il va y avoir un élargissement de l'océan, ce qui va entraîner par la suite la séparation des deux continents. Et au milieu, qu'est-ce qu'on observe? Ce qu'on appelle la dorsale. C'est au niveau de au milieu, on peut observer ce qu'on appelle la dorsale océanique. Je vais vous la montrer. C'est celle-là, ce qu'on appelle la dorsale. Donc, c'est le lieu de naissance de la croûte océanique. On continue maintenant. Maintenant, quel est le mécanisme de la formation de la croûte océanique? Auparavant, on a dit qu'il y a une montée de magma, il va y avoir un refroidissement et la formation. Non, mais c'est un mécanisme qui est un peu assez complexe. Avant de parler de ce qui se passe ici, on va parler premièrement donc, de la définition de la dorsale. Qu'est-ce que ça veut dire la dorsale? Les dorsales océaniques, appelées aussi rides médio-océaniques, sont des chaînes de montagnes sous-marines qui se sont formées le long des zones de divergence des plaques tectoniques, à leur niveau,
que se forment les croûtes océaniques. C'est à ce niveau, bien de la dorsale, c'est celle-là la dorsale. Donc, premièrement, ce sont des chaînes de montagnes qui peuvent atteindre 2000 mètres de hauteur. Donc, qui se sont formées le long des zones de divergence des plaques tectoniques. À leur niveau, que se forme la croûte océanique. C'est à ce niveau-là. L'axe des dorsales est marqué par une dépression. C'est ça la dépression. Donc, cette dépression, on l'appelle le rift. Mais c'est ça la dorsale. Donc, le centre, on l'appelle le rift. Mais il ne faut pas le confondre avec les rifts continentaux. J'ai déjà expliqué ça, qu'on trouve dans l'est de l'Afrique, qui sont des régions où la croûte terrestre s'amincit. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? La définition d'un minéral. Donc, les minéraux sont constitués d'un groupement d'éléments chimiques définis par une formule chimique bien précise. À leur tour, les minéraux, l'ensemble des minéraux peuvent s'assembler pour former des roches. Donc, une roche donnée, c'est un ensemble de minéraux. Comment se forme le magma au niveau de la zone, au niveau de la dorsale? On va voir ça, mais il faut qu'on revienne au schéma. Bon. Oui. Premièrement, ce que vous observez ici, ça c'est le manteau, le sommet du manteau supérieur, ça c'est le môle, et ça c'est la croûte océanique. Les deux, ils forment ce qu'on appelle la lithosphère océanique. Bon, que va-t-il se passer? Premièrement, au niveau du manteau, il y a l'accumulation des éléments radioactifs qui vont se désintégrer, ce qui va libérer une température qui est très élevée, et ceci qui est à l'origine de ce qu'on appelle des courants de convection. D'accord? Il va y avoir par la suite la formation, bien la fusion d'une roche qui constitue le manteau supérieur, qu'on appelle la péridotite. Donc, que va-t-il se passer pour cette péridotite? En arrivant à ce niveau-là, elle va fusionner, mais partiellement, ce n'est pas totalement. Ce qui va engendrer par la suite un magma qui va monter. Pourquoi? Parce qu'il a une faible densité. Ce magma, lorsqu'il monte, il va s'accumuler dans une chambre, comme notre chambre à coucher. Donc, c'est ce qu'on appelle la chambre magmatique. Au niveau de la chambre magmatique, que va-t-il se passer pour ce magma? Donc, il va subir un phénomène qu'on appelle la cristallisation fractionnée, ou bien fractionnée. Donc, que va-t-il se passer? Le magma, au niveau des parois, il va se refroidir, ce qui va donner des minéraux. Ces minéraux, qu'est-ce qu'ils vont nous donner après? La première roche qu'on appelle le gabbro. Une partie du matériel, ou bien du magma, peut monter à travers ces fractures et peut atteindre la surface. Donc il va subir un refroidissement qui est rapide, ce qui va nous donner une roche qu'on appelle le basalte. Une partie du magma va se solidifier dans les fractures, ce qui va former ce qu'on appelle un complexe filonien. Donc, la croûte océanique, elle est constituée par les trois roches suivantes. Du haut en bas, on trouve à la surface ce qu'on appelle le basalte. En deuxième lieu, ce qu'on appelle le complexe filonien. Et en troisième place, on trouve le gabbro.
Après, on trouve la péridotite qui constitue ce qu'on appelle le manteau supérieur. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve notre discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Moe. Donc, je vais relire maintenant ces étapes-là. La formation du magma. Le magma correspond à la fusion d'une partie partielle des roches du manteau, c'est la péridotite, par l'action d'une source de chaleur, c'est la désintégration des éléments radioactifs. Le magma, c'est un mélange ou bien une soupe d'éléments chimiques non associés à cause de la chaleur. Les magmas sont moins denses, donc plus légers. Ils tendent donc à remonter vers la surface sous l'effet de la poussée d'Archimède. Ils vont stagner dans la chambre magmatique. Ils vont progressivement refroidir pour engendrer les différentes roches de la croûte océanique par le phénomène de la cristallisation fractionnée. La cristallisation fractionnée est la cristallisation progressive d'un magma due à une baisse de pression et de température suite à la montée de ce magma. Après le refroidissement du magma, des liaisons vont se créer entre les éléments chimiques pour former ce qu'on appelle les minéraux. Une partie maintenant du magma réussit à se frayer un chemin jusqu'à la surface pour former les épanchements de lave volcanique qui se forment dans le rift central des dorsales et qui, en cristallisant, donnent les basaltes en coussin, ce qu'on appelle les pillow lava. Donc ça, ce sont les pillow lava. Ce sont des coussins, comme ça. Et ces structures, on les observe suite à quoi? Un refroidissement rapide du magma. Donc c'est ça, le basalte en coussin ou bien en pillow lava. Une partie du magma cristallise dans les fractures. On aura la formation d'un réseau de dikes ou bien de filants gabbro-X, cette structure-là. Les gabbros vont cristalliser, vont être formés ou bien issus de la cristallisation du magma qui reste dans la chambre magmatique. Donc, il est formé par des minéraux qui sont de haute température aux parois de la chambre magmatique. Dans le détail, la croûte océanique, c'est ça ce qu'il faut retenir, montre trois zones. De bas en haut, ou bien de haut en bas, on trouve le gabbro, suivi par le complexe filanien, suivi en surface par les basaltes, qui sont issus des épanchements volcaniques. Et on trouve à la surface des roches sédimentaires, parce qu'on est dans un milieu sédimentaire. Et c'est ça ce qu'on appelle la croûte océanique, et qui est séparée par le Moho du manteau supérieur qui est constitué par la péridotite. J'espère que vous avez compris toutes les notions que j'ai rappelées. La séance prochaine, Inch'Allah, on va aborder les chaînes de montagne, les chaînes récentes.